Bonjour à toutes, bonjour à tous. Git Butler, c'est bien, c'est mieux que Git Flow. On va essayer de vous parler de Git, des Git Flow au pluriel et d'un outil qui s'appelle Git Butler. Donc je ne vais pas plus spoiler. C'est parti. Pardon, c'est moi qui l'ai. Bonjour à tous, on va commencer du coup par une petite introduction. Qui connaît Git dans la salle? Toute la salle, ok. Qui utilise la CLI? La majorité. Donc un GUI, j'imagine les autres, ou il y en a qui font les deux? Ouais, il y en a plus le CLI. Ok. Qui utilise plus de 20 commandes dans la CLI? Ça fait 1, 2, ok, ouais, très peu de monde. Ok. Qui utilise Git Flow? Ou un Git Flow. Ou un flow? Ok. Git, alors Git, on le connaît sans le connaître. Git, c'est un outil qui a quand même un certain âge, qu'on a l'habitude de voir dans notre quotidien. Il a 20 ans, il a eu 20 ans il n'y a pas très longtemps, le premier commit. C'est assez intéressant d'aller voir un petit peu ce que c'était à l'époque. Git, c'est 100 millions de développeurs qui utilisent par exemple ne serait-ce que GitHub, la plateforme de référence, même s'il y en a pas mal d'autres. En 2022, on avait 3,5 milliards de contributions à GitHub, tout compris. Et Git, c'est avant tout 82 commandes usuelles et 63 internes. C'est des commandes qu'on peut utiliser aussi bien les usuelles que les internes. Et évidemment, on ne les connaît pas toutes. On vient de le voir. C'est en fait une jungle de commandes. Donc on en utilise quelques-unes au quotidien, mais derrière, il y en a énormément qui peuvent nous servir et qui sont utilisées la plupart du temps par les clients lourds, par les GUI notamment. Alors Git, c'est bien, c'est un outil qui peut faire énormément de choses. L'idée derrière, c'est on va essayer de brider comment on va l'utiliser de façon à ce qu'on l'utilise tous de la même façon, qu'on évite de perdre des commits, qu'on évite de savoir, tiens, celui-là, mais je l'ai déjà vu ce commit, pourquoi il est dans telle branche, il ne devrait pas y être, etc. Donc on va avoir des stratégies de gestion de branche. La première, ça va être au niveau des commits. La première chose, un commit, c'est quoi? C'est une opération unitaire. On va traiter une fonctionnalité à la fois. On va essayer de séparer les commits. Si on a des fichiers qui sont modifiés dans celui-là qui n'ont rien à y faire, on va essayer d'en faire deux. On va faire des choses comme ça. Pour ça, on va avoir des conventions de commits, par exemple. Merge. Alors merge et rebase, c'est un vilain mot pour plein de gens. Qui maîtrise la notion entre les deux? C'est quoi le mieux, merge ou rebase? Ça fait deux questions. La différence. Mais on voit qu'il y a très peu de monde qui ont levé la main quand même. Merge, rebase, c'est pas clair dans la tête de tout le monde. Alors, on va pas débattre là-dessus, mais il y a des stratégies dans les deux cas. Merge, l'idée, c'est on va merge souvent, tardivement. On va avoir des gros conflits, des petits conflits, les gérer les plus souvent possible. Voilà, il y a des problématiques dans les deux cas. Le rebase, on n'en parle pas. On va voir qu'il n'y a pas besoin d'en parler avec Git Butler. Et la release, encore une fois, est-ce qu'on va releaser souvent? Est-ce que l'idée, c'est que nos fonctionnalités soient rapidement en prod? Ou on veut gérer des versions, on veut faire d'autres choses. Il y a d'autres solutions. Et là, on va intégrer les flows. Et donc du coup, les flows, c'est par exemple le Git Flow qui va être l'un des plus connus, l'un des premiers à être apparu. On va retrouver, je vous le fais très vite, puisque la plupart d'entre vous connaissent les flows, le main, les hotfix, la develop, les features éventuellement, et les releases. On a des avantages et des inconvénients, la standardisation, la gestion de multiples de versions. Par contre, des faiblesses, des complexités pour les petites équipes, et l'adaptation limitée au déploiement continu. Si on veut releaser souvent, c'est pas le Git Flow qui est adapté, il va être plutôt contraint, il va plutôt nous obliger à suivre des lignes. En revanche, le GitHub Flow, le GitLab Flow, d'autres flows, puisqu'il y en a des tas, vont nous permettre de réaliser beaucoup plus souvent. Là, on va avoir une branche main, on va avoir des features. Les features vont rejoindre la branche main dès qu'on en a besoin. Puis l'autre fixe de la même façon. Donc, on va réaliser très souvent. Évidemment, il y aura des avantages, des inconvénients là aussi. On va avoir une structuration plus simple, on va avoir des releases fréquentes, on va avoir de la réactivité dans ce qu'on va faire. Par contre, des faiblesses. On n'a pas de staging intégré, on va être moins structuré que sur un Gitflow. Donc en gros, ça revient à ce que disait Yann Thomas sur 2 slides avant. Ça va dépendre de la stratégie de votre entreprise, de la stratégie du produit. Alors, les flows, dans l'idéal, il y a des forces. Donc la structuration. La normalisation, ce que j'entends par là, c'est qu'un développeur qui vient d'arriver ou un développeur ancien, on va tous faire la même chose. On va savoir ce qu'on fait en fait. Et idéalement, l'historique devrait être le changelog. Alors ça, c'est un vœu pieux. Si quelqu'un a réussi ici, il n'y en a pas, ok. Quand vous aurez Git Butler, vous allez changer d'avis. Alors il y a des faiblesses. Un flow, c'est une stratégie d'entreprise ou une stratégie de produit. Mais en fait, chaque produit n'a pas besoin du même flow.
J'imagine par exemple un framework d'entreprise. L'idée c'est que dès que c'est disponible, on va le mettre à dispo au dev. Pour autant, la fonctionnalité clé, on veut attendre qu'elle soit prête, qu'elle soit nickel, et avoir peut-être un petit coup de bluff en mode elle va arriver à telle date. Voilà, donc ça va dépendre du produit. Le changement de contexte, alors ça encore une fois, on a tous des gens qui arrivent, ouais on voudrait changer de contexte, on voudrait plus faire ça, on veut faire ça. Est-ce que tu peux me montrer ah ouais alors attends, il faut que d'abord je fasse un stage, bref c'est long. Bon, on va voir encore une fois qu'il y a des outils aujourd'hui qui nous permettent de nous faciliter la vie. Et la connaissance de Git est requise. Alors 20 commandes suffisent dans la majorité des cas. Dans certains cas c'est pas vrai. Et qui a envie d'apprendre Git? À part moi quoi. Dans la vraie vie, alors nous connaissons mal Git, et quand je dis nous, c'est nous au sens large, mais on a tous le problème au quotidien de l'accueil aussi de nouvelles recrues dans l'équipe. La personne qui vient de rejoindre l'équipe, qui sort de l'école, il faut se l'avouer, rarement elle connaît bien Git. Elle le connaît un petit peu éventuellement, elle a entendu parler de GitHub, il y a souvent des confusions entre Git et GitHub, c'est un peu la même chose. Non, pas tout à fait. Donc on a des problèmes à faire monter les équipes en compétences, et même chacun à notre niveau au quotidien, on peut se trouver avec des cas de conscience. Qu'est-ce qu'on fait dans tel cas? Est-ce que si je veux annuler un commit, je sais le faire à la main? Ça peut être relativement compliqué. Est-ce que je dois cherry pick et je vais dans une autre branche, mais je réécris une partie de l'histoire? Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Les workflows, c'est des contraintes. Donc évidemment, si on accepte les workflows, ça veut dire qu'on va se mettre des contraintes pour de bonnes raisons, mais il va falloir faire avec aussi. Et les priorités du métier sont complexes à gérer. On a tous ça au quotidien. Quelqu'un qui vient nous voir, non, mais attends, ce que tu es en train de faire, c'est bien, mais il y a une urgence. Et puis il y a une autre urgence qui va être un peu plus urgente que l'urgence. On n'arrête pas de mettre de côté le travail sur lequel on est pour répondre à l'urgence. Et là, c'est un problème, puisque comme vous le savez, dans Git, on va travailler sur une branche à la fois. On met de côté forcément, on va se tâcher, comme tu disais à l'instant. C'est difficile à gérer. Qui connaît ce monsieur? Ok. Bon, après c'est noté, hein. Cofondateur de GitHub, cofondateur de Git Butler, l'outil qu'on va vous montrer, auteur de ProGit, mainteneur principal de Git SCM, conférencier, etc. C'est un Git évangéliste, hein, vous l'aurez compris, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et du coup, on va vous présenter son outil. C'est le moment de la démo. Donc pour la démo, on va partir sur un site d'exemple. Ça va être l'occasion de vous parler d'une conférence assez nouvelle qui a eu lieu une fois pour l'instant en France, qui s'appelle le NG Baguette. NG Baguette Conf, ouais. Vous m'entendez ou pas? Pas terrible? Si? C'est parfait. Ok, alors on va commencer. On va travailler sur NG Baguette Conf, le site qu'on a mis en ligne pour promouvoir cette conférence. Mais avant, on a décidé d'intégrer ce talk dans ce site. Alors ça ira pas en prod, hein, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'on est déjà en train de travailler. On est sur une nouvelle branche qui s'appelle New Speaker. On la voit ici. Alors, a priori, en vert, on ne voit pas bien. Je suis désolé. Croyez-moi sur parole. Et j'ai des choses en cours de modification. Ok. Mais moi, j'ai plus envie de toucher à la ligne de commande. Je ne connais pas ça, ça ne m'intéresse pas. On va partir sur un outil qui s'appelle Git Butler. Ça fait peur à personne. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit bouton. Je me suis déjà connecté. Tout ce qu'il y a à faire, c'est se connecter avec GitHub. C'est fortement intégré à GitHub. Mais ça marche avec GitLab, avec Bitbucket. Et on va commencer. Donc on va intégrer le produit. Pour ça, je vais aller chercher Jug Summer Camp. Tac. Là, je vais avoir une première question. La première, c'est sur quelle branche je veux travailler. Alors, on n'est pas sur un Git Flow. On est sur un GitHub Flow, par définition. Donc, on aura une branche de target. On n'aura pas de branche de développe. On n'aura pas de tout ça. On va simplifier la vie. Il y a des choses qui vont être bien et d'autres pas bien. On va voir ça très vite. On peut activer l'IA. Hein, c'est l'air du temps. On va tout simplement continuer. Le flow, là, juste pour reprendre 2 secondes, le flow, le GitLab flow, le Git Butler flow, pardon, va se rapprocher des flows de release fréquents. C'est-à-dire qu'on va targeter une branche pour aller en release assez rapidement. Ça va être plus dans cet état d'esprit. C'est ça. Alors, quand on arrive ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien un fichier en cours de modification. Jusque-là, c'est ce que j'avais dans mon terminal. Je suis sur une branche qui avait déjà un vécu. Il y a ma branche principale, ma main, qui a déjà vécu et qui s'est passé des choses. Et j'ai une opération historique où il n'y a rien, parce qu'en fait, ce n'est pas l'historique de Git, c'est l'historique de Git Butler. OK. Donc, oui, vas-y, avance. Il y a eu une petite mise à jour au niveau donc, des branches. J'ai une nouvelle branche qui est apparue qui s'appelle Git Butler Workspace. Comme son nom l'indique, en fait, je ne travaille plus dans ma branche New Speaker, je travaille sur une branche Workspace. Moi, je ne sais pas comment ça marche. En fait, je n'ai pas besoin de le savoir. C'est totalement camouflé.
pour l'instant, visuellement, de mon point de vue, je suis toujours sur NewSpeaker. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on reste sur du guide standard derrière. C'est-à-dire que la branche qui a été créée par Git Butler, mais on reste sur du guide standard. Si à tout moment, on vous le montrera tout à l'heure, on souhaite revenir en arrière et repartir sur une gestion manuelle ou avec une autre interface graphique ou avec une ligne de commande, ça reste possible. On n'est pas enfermé dans l'outil et il n'est pas en train de créer une base de données avec un format propriétaire avec des choses louches. C'est vraiment de la donnée Git derrière. C'est ça. Alors, on peut ouvrir le projet directement dans l'éditeur. L'idée, c'est qu'on va pouvoir choisir son éditeur. Donc, bon, moi, c'est VS Code parce que je fais du front et j'aime bien VS Code. Voilà notre interface de développement. On voit ici aussi que j'ai un fichier en modification. Jusque-là, rien d'anormal. Je vais le lancer. Alors, je vais le présenter un petit peu. Qui connaît ngBaguetteConf? Ça fait pas beaucoup. Plus que ce que Chacon. Plus que ce que chacun, c'est déjà pas mal. Bon, enfin, à venir, il y aura une deuxième édition, c'est l'année 2026. Ça sera sûrement à Paris. Je tease un peu, mais c'est pas encore certain. L'idée, c'est de promouvoir Angular et de la communauté francophone, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à venir. Si vous aimez Angular ou pas, on va vous faire aimer. Et donc, on est en cours de préparation. Donc, on a ajouté des speakers. On voit par exemple Lilian ici, moi. On voit qu'il y a une page avec des informations et on voit qu'au niveau du programme, on devrait apparaître. On est là. Et c'est là que quelqu'un arrive et dit c'est bien, là tu es en train de travailler sur la feature des speakers, mais moi ce que j'ai besoin c'est d'essayer des modifications sur le site par exemple. Le graphiste nous a dit que le mauve, comme ça le violet c'est joli, mais ce serait mieux en bleu. Tu peux me montrer le site en bleu? Alors on a tous vécu ça, hein, le manager qui arrive, non mais en fait je veux voir ça, non mais tu peux me le montrer tout de suite, là j'en ai pour 2 minutes. Ouais, alors 2 minutes, il faut que je change de contexte, on se rappelle. Hein. Git add machin, git stash, git... Ouais, ok, c'est compliqué. Bon, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement le montrer. Pour ça, j'utilise Tailwind, peu importe. Aquamarine, pour mettre une couleur. Alors, où est passé mon... Il est à côté. Voilà, donc j'ai mis un bleu. Alors, chacun ses choix. On aime, on n'aime pas. Mais après, on peut dire, bon, bah là, c'est bien, tu me le montres en bleu, mais... Tu m'as gardé les nouveaux speakers que tu avais rajoutés. Moi, je veux voir le site en bleu, mais sans forcément tes speakers. Ou alors avec tes speakers, mais sans le bleu. Est-ce que tu peux me faire des combinaisons? C'est là que ça devient compliqué dans notre quotidien. Parce que faire des combinaisons, ça va vouloir dire reporter des commits dans un sens, les annuler, stacher, appliquer, détruire les sashs. Vous connaissez le quotidien. Comment est-ce qu'on fait avec Git Butler pour résoudre ce genre de problématique? Alors, pour l'instant, forcément, je suis sur ma branche, donc je les ai. L'idée avec Git Butler, c'est on va pouvoir avoir plusieurs branches. Donc cette partie-là, qui est en fait mon talk, je vais le déplacer dans la branche en question. Je veux la mettre dans NewSpeaker, elle n'a rien à faire ailleurs. Et je vais pouvoir créer une deuxième branche. Les deux vont être appliqués en même temps sur mon workspace. Je ne travaille plus dans une branche, je travaille dans un workspace, donc il peut avoir plusieurs branches appliquées. C'est ça une des grosses forces de l'outil, c'est qu'on ne pense plus forcément, on m'a demandé de faire ça, il va falloir que je crée une branche, mais alors d'où je pars ou à quel endroit je vais committer, c'est souvent une erreur de débutante aussi, de committer sur la mauvaise branche. Ah, j'ai commité, mince, qu'est-ce que je fais maintenant pour m'en sortir? Là, on commence par faire le travail, on commence par réaliser, par voir si ça fonctionne, et puis après, on peut décider de le déplacer sur une branche ou sur une autre, ça n'a pas du tout d'impact sur le code, tant qu'on n'a pas évidemment poussé sur le serveur. On est tout en local, on peut avoir autant de features qu'on le souhaite, on va déplacer nos commits, et puis on va avoir la possibilité de les activer, de les désactiver, pour voir ce que ça donne. On pourrait imaginer quelque part une sorte de développe, mais sur mon poste local, si on voulait parler à la Gitflow. Donc du coup, on peut arriver avec encore une autre modification. Quelqu'un peut dire, bon, bah, c'est très bien le site à l'heure actuelle, voilà, tu m'as mis du bleu, tu es en train d'implémenter les speakers, mais mes speakers d'ailleurs, c'est un terme anglais, tu as agenda, programme, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre les conférenciers plutôt que speaker? Donc on a encore une autre feature qui se rajoute. Cette fois-ci, c'est du wording. On avait de la couleur, on avait du contenu, on a du wording. Ok, alors on va écrire orateur, parce que j'aime pas suivre ce qu'on me demande. Voilà, c'est écrit orateur. Encore une fois, j'ai toujours mes deux branches appliquées, mais en fait, si on regarde bien, c'est dans un workspace séparé. Je ne l'ai pas encore appliqué à une ou l'autre des branches. Forcément, je vais le choisir que ça aille dans des fixes. C'est une correction. Je vais pouvoir du coup nommer. Changement de spelling. Commit. Je peux push. Et est-ce qu'on peut, du coup, choisir après coup de déplacer un commit dans une autre branche? Alors oui, je peux déplacer un commit. Donc là, par exemple, je pourrais le mettre ici. Je pourrais le remettre là. Le orange, ça apparaît parce qu'il y a
une différence avec l'upstream, vu que je les push, bah, on n'est plus sur le même état, donc il me dit qu'il y a une problématique. Mais je peux le remettre là. Alors je vois ici un truc assez intéressant, où je vois du bleu, enfin du vert, enfin tout le monde le voit comme il veut, et du gris. Ce qui veut dire que j'ai un état différent sur mon poste en local de ce qui se passe en distant. En fait, sur l'origine, en réalité, j'ai pas tout à fait le même commit. Alors qu'en fait, c'est le même, vu que je l'ai juste déplacé et fait revenir. Mais c'est un rebase qui est appliqué. Donc on va parler de force push. C'est normal, vous inquiétez pas, à Git Butler, on fait que ça. Ok. Donc là, on a nos modifications, vous voyez, avec lesquelles on va être en train de jouer. Là, comme on a déjà poussé, on se trouve dans un cas un petit peu particulier. Mais tant qu'on est en local, qu'on est en train d'appliquer ce qu'on nous a demandé d'appliquer, on peut jouer autant qu'on veut. On peut déplacer d'une branche à l'autre. On peut même réécrire les commits. On peut créer des commits vides. Une fois qu'on a créé un commit vide, on va mettre des changements à l'intérieur. On peut évidemment committer par chunk de fichiers de source. Donc on va pouvoir aller vraiment en finesse. Toujours dans l'idée, on change un peu notre workflow. On part du besoin qu'on nous a exprimé. On va l'implémenter, et puis une fois qu'il est implémenté, on choisit dans quel commit, on choisit dans quel ordre, éventuellement on réorganise les commits, on les découpe, on les surdécoupe, et tout ça de manière qui n'est pas forcément définitive. On a la possibilité de continuer à agir dessus. Là, tu as un petit cas particulier qui apparaît. On dirait que quelqu'un a fait une modif sur le projet en même temps que toi, parce qu'évidemment, tu ne travailles pas tout seul. Évidemment, on travaille tous en équipe, enfin en tout cas j'espère. Et ce qui fait que, bah, oui, quelqu'un a fait une modification, bah, je vais simplement la récupérer. Alors on va pouvoir choisir rebase, merge. Nous on va rester sur des rebases, le cas le plus défavorable en général. Et on Qui voit fait peur. Oui, qui fait peur, enfin qui peut faire peur. Et on voit qu'il y a un conflit. Donc en fait, avant même d'avoir appliqué, je sais qu'il va y avoir un conflit dans ma branche. Allez, moi j'ai pas peur, j'y vais quand même. Alors, il y a un conflit dans ma branche, je vois sur quel commit c'est. Et je vois qu'en fait, il n'y a plus rien d'appliqué dans ce commit. Le commit est toujours là, mais il est vide. Ce qui se passe en réalité, c'est que quelqu'un a fait la même modification que moi avec une autre couleur. Bon, rien de foufou, mais voilà. Ce qu'on voit, c'est que c'est vert. Donc, c'est son commit qui était dans l'origine, entre guillemets, qui a été pris en compte. C'est pas le mien. Moi, si je veux que ça soit le mien, je peux, mais il va falloir que je résous le conflit. Mais en attendant, il n'y a rien qui est cassé. J'ai toujours le mot orateur qui est là. Donc, ça veut dire que ma branche est encore appliquée. Je ne suis pas dans un état bizarre avec des choses temporaires écrites dans mon code qui ne fonctionnent pas. Il build quand même mon projet. Je ne suis pas bloqué. Je pourrais continuer à travailler, je pourrais faire des commits, je pourrais faire ma vie. Ils ont tendance à appeler ça, sur le projet Git Butler, le fearless rebase, c'est-à-dire n'ayez pas peur, le rebase il est proposé de base, et vous allez voir, ça va bien se passer. C'est ça. On va résoudre On résout le problème. Ouais. Donc pour résoudre, en fait, on va pouvoir ouvrir directement dans son IDE les conflits. Bon, moi je vais garder Aquamarine pour l'exemple. Bon, c'est résolu. Save and exit. On voit qu'il est réappliqué. Bon, forcément, il y a un force push à faire parce que c'est un rebase. L'avantage du rebase, on garde un historique propre, un changelog, rappelez-vous. Et d'ailleurs, maintenant que tout est poussé, tu peux peut-être montrer l'état des branches pour qu'on voit le résultat finalement si on regarde la vision branche sur le deuxième onglet. Ouais. Donc j'ai récupéré un commit. Après, on voit donc des choses sur la gauche. Ce qu'on voit, c'est les branches d'abord qui sont appliquées en local, donc dans mon workspace. On voit les branches qui sont pas forcément appliquées, qui sont potentiellement chez moi ou potentiellement distantes. Et je peux voir si je veux que celles qui sont en local. Je peux les appliquer, désappliquer, etc. Je peux faire un exemple. Si par exemple je voulais plus voir celle-là, je pourrais une apply, elle disparaît visuellement. Et visuellement, elle disparaît. Speaker qui est revenu, elle est plus prise en compte. Et c'est vert. Et ça, c'est vraiment pratique, cette notion d'appliquer, non appliquer les changements. C'est ce qui va nous permettre de temps en temps de remplacer ne serait-ce que le stash, parce qu'on peut très bien appliquer une branche avec un fichier de setting bien particulier qu'on utilise en dev local. On ne voudra jamais la pousser, cette branche-là. Donc on va l'appliquer quand on en a besoin, puis on ne l'applique pas quand on a besoin d'être un peu plus proche d'un environnement de recettes autre que le dev local. Il y a plein de cas de figure sur lesquels ça peut fonctionner. Est-ce que tu peux nous montrer, après, qu'est-ce qui se passe quand on a des conflits de modification d'un seul fichier en local? Parce que là, on a parlé des conflits vis-à-vis d'un fichier qui vient du distant et qui a été modifié par quelqu'un d'autre, mais on peut avoir modifié dans plusieurs features un même fichier. Comment ça se passe? Imaginons, finalement, moi je veux plus du bleu, je veux du rouge, mais en local seulement pour moi. Donc j'ai choisi de mettre du rouge. Forcément, ça apparaît ici. Et on va voir des petits cadenas apparaître. Ces cadenas,
bah, il signifie qu'il se passe quelque chose. En fait, je ne vais pas pouvoir appliquer à n'importe quelle branche cette mise à jour. Parce que si je l'applique à une autre que fixe, il va y avoir un conflit au moment où je vais les réintégrer ensemble. Pour éviter ça, il va locker tout simplement le fichier. Et puis, ça évite des gros problèmes parce que lui, il ne va plus savoir comment faire. Ce qui fait que quand je vais vouloir le committer, bah, en réalité, je ne vais pas pouvoir le committer sur ce workspace. Il va forcément me le mettre sur le workspace où il est locké. Donc je vais éviter les problématiques bah, tout simplement de conflits en local en tout cas. Oui, il va considérer que c'est la même fonctionnalité vu que c'est les mêmes lignes de code qui sont concernées. Si tu avais modifié quelque chose plus bas dans le fichier, il aurait permis de committer ce chunk ailleurs. Voilà, comme je viens de vous montrer, c'est aussi possible juste de déplacer le fichier dans un commit précédent. Il n'y a rien à faire, il est automatiquement mis, il remplace et pas de problème. On peut jeter un petit coup d'œil sur l'historique. S'il y a une notion d'historique, en fait, GitButler garde un historique sur toutes les actions que vous avez menées. Donc ça, c'est son historique à lui, dans son propre repo de données. Et ça, ce que ça va permettre, c'est déjà de retracer ce qui s'est passé, tout ce que j'ai fait, mais de revert absolument tout ce que j'ai fait. Je peux revenir en arrière sur toutes les actions que j'ai faites grâce à cet historique. Donc ça, c'est pareil, c'est assez puissant. Se pose la question dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé du fait de pouvoir aller-revenir entre GitButler et puis un autre système, un autre Gitflow. Comment ça se passe si on veut essayer de fonctionner dans un mode hybride? On a dit qu'il n'est pas tellement étudié pour fonctionner notamment avec un Gitflow. Comment tu fais toi au quotidien? Ok, alors en fait, alors moi je m'arrange pour être dans un état entre guillemets propre, parce que après on peut avoir des surprises si jamais on commence à toucher à Git en dehors de l'outil. C'est ce qu'on va faire. Alors plus ou moins c'est ce que j'ai déjà débloqué là. J'ai réussi à faire bugger le machin, c'est pas grave. Et lui, bah, je vais tout simplement le discard, on s'en fiche. Ce que je vais faire ici, c'est que j'ai mes deux modifications. Je vais retourner dans mon terminal et je vais changer de branche. Donc là, je suis revenu dans un état entre guillemets standard avec juste main appliqué. En fait, c'est comme si j'avais une apply toutes les branches dans mon outil. Sauf que lui, bah, il ne sait plus où il est plus sur GitButler Workspaces. Du coup, il se dit, bah, si tu veux l'utiliser, bah, il faut que tu reviennes sur cette branche parce que moi, je ne sais rien faire. C'est pas ma cam. Donc il nous laisse faire ce qu'on veut pendant qu'on est dans cet état qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Il va nous laisser faire des commits sur main, il va nous laisser faire notre Gitflow éventuellement. Et il va nous proposer de switch back. Et à ce moment-là, il va réintégrer le workspace. Il réinitialisera le projet en nous remettant dans le workspace. Le workspace étant, si vous l'avez compris, c'est dit à demi-mot, mais ça va être un espèce de commit temporaire qu'il crée en cumulant tous les derniers commits de toutes les branches qui sont appliquées à un instant donné. Dès que je désapplique, il recrée un commit virtuel, on va dire, dans lequel il n'y a que les commits qui sont le résultat des branches que j'ai appliquées. Donc là, il s'est remis en mode gestion GitButler et on en était sorti temporairement. Donc on peut faire l'aller-retour. On peut peut-être parler, on a un petit peu de temps, parler de ce qui est maintenant autour de l'IA, du LLM et du MCP. Ok, donc on entend beaucoup parler de MCP, c'est cool, on peut l'utiliser avec GitButler, ils en ont un. Pour ça, ils ont une CLI. Alors, bon, elle est là, on peut faire des choses. Pour l'instant, c'est du bêta, d'un outil en version bêta. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais du bêta de bêta. Donc, moi, je l'ai déjà installé en local. On va la mettre en place. Pour la mettre en place, c'est pas compliqué. On va tout simplement ajouter un serveur MCP par une commande. La commande, c'est but.mcp. Donc, c'est une commande de la CLI de GitButler. But, c'est la commande de... C'est ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va me créer... ouais, ok. Donc, il va me créer une commande dans mon fichier MCP, un fichier de configuration au sein de mon IDE. Et en théorie, je peux l'utiliser directement. Alors, pour ce faire, on va se mettre ici. Je vais mettre ça dans une branche indépendante MCP. Je vais le committer, configuration MCP. Je vais créer une autre branche de test. On va tester des choses en bêta. Alors, voilà. Et l'idée, c'est que je vais demander à l'IA de faire quelque chose et d'utiliser cet outil. Par exemple, ici, on est à La Rochelle. Alors, la conférence NG Baguette se passe à Nantes, donc rien à voir. Mais je vais lui demander tout simplement de le changer et de le committer directement à l'aide de GitButler. Je trouvais qu'on était très très bien accueillis à La Rochelle. Du coup, Paris, c'est pas si bien que ça finalement.
Ça va au fond pour la taille du texte, c'est un peu petit. Wow, en fait, c'est exactement ce que j'ai dit. Bon, maintenant, est-ce qu'il va fonctionner? C'est le problème de l'IA. Des fois, il fait ce qu'il veut. C'est bêta, encore une fois. Donc, pendant qu'il fait traitement en cours, on va peut-être répéter que c'est un outil qui est en version bêta. Ça fait 1 an qu'il est en version bêta. Mais on se rapproche de plus en plus de la version 1.0. Ça devrait plus tarder. Donc il y a de plus en plus de choses qui apparaissent. Il y a de plus en plus de stabilisation, évidemment. C'est un produit qui vit. Et il ne faut pas hésiter à l'utiliser, même dans l'état où il est. Comme vous avez vu, on n'est pas obligé de l'utiliser à défaut du reste. C'est un petit peu long. Est-ce qu'on ne repasserait pas sur la slide en attendant qu'il fasse son... Ok, donc Git Butter, les avantages, vous l'avez vu, une gestion souple des branches, parce qu'on peut se poser la question de la branche après avoir commencé à faire son travail. On a un changement de contexte qui est facilité de par le fait qu'on peut appliquer, désappliquer un certain nombre de branches, on peut travailler sur plusieurs branches en même temps. Réduction des cassettes de conflits, vous avez vu qu'il le gère relativement bien, hein, le rebase se fait vraiment sans aucun problème. Quand il y a des conflits, c'est pareil, il nous aide à les résoudre et il nous empêche même de nous auto-créer des conflits avec les notions de lock et puis de branches pré-ciblées. L'intégration continue, elle est favorisée, c'est même l'objectif de l'outil principal. La connaissance de Git, elle est optionnelle parce qu'on est quand même sécurisé pour éviter de faire des bêtises. Et comme on peut en permanence revenir en arrière, on peut très bien se sursécuriser. Les IDE sont assez bien gérés. Il y a une intégration qui est meilleure en meilleure. Et puis, il est open source, donc on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur, on peut contribuer, donc ça n'enlève rien. Alors, le gros inconvénient, c'est qu'il est toujours en bêta et depuis maintenant très longtemps. Espérons une VR prochainement. L'origine est obligatoire, vous ne pouvez pas travailler en local avec cet outil. Si vous voulez travailler, c'est forcément avec une équipe. Ça, c'est un peu dommage. Par contre, il est compatible GitHub, GitLab et Bitbucket. Alors, GitHub, c'est beaucoup mieux. Si vous avez une expérience au niveau intégration avec l'outil, en même temps, forcément, il connaît bien l'outil. La compatibilité avec Gitflow est limitée. Alors comme on l'a vu, pour utiliser Gitflow, il faut une branche développe, donc il faut sortir de l'outil pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, pour revenir dans l'outil plus tard, donc autant pas l'utiliser. L'intégration des hooks, alors on n'en a pas parlé, mais en fait, étant donné qu'ils font tout un tas de travail autour des branches avec des merges, etc., les hooks sont limite disable en fait. Alors limite parce qu'il y a quand même des choses qui sont appliquées, mais il y en a très peu. Et bientôt payant, alors j'imagine que c'est une société, il faut bien qu'elle gagne de l'argent, donc... Il y a d'autres choses qu'on ne vous a pas montrées qui vont arriver, qui font que potentiellement ça va devenir payant. Donc là, 1.0, on en a parlé. Le MCP, alors n'hésitez pas à aller voir la conférence qui va suivre, construire les serveurs MCP 17h15 au ratio. La CLI qui va être améliorée encore évidemment. Le Butler Server dont on n'a pas parlé parce qu'il avait été mis dans une précédente bêta, il a été retiré. Ils vont probablement le mettre dans la version 1.0 ou après. Ils envisagent de gérer les reviews, les PR, de manière un peu plus souple pour gérer un historique de PR notamment. Donc pour pouvoir pousser une PR, la repousser, commenter sur certaines parties et pour pouvoir suivre un historique de PR, pour éviter d'avoir des choses trop volumineuses et trop illisibles qui arrivent d'un seul coup. Et puis les Git Butler Actions aussi qui sont pour l'instant que des prémices. Bon, moi c'est Yann Thomas, Lemoigne. Je suis tech lead chez Absid. Alors Absid, pour l'instant, ça a changé. On n'en parle pas. Je suis membre d'Angular Dev France, entre autres, cofondateur de NGBaguette et sapeur-pompier volontaire. Et je suis Guillaume Forger, donc responsable de projet SI au sein du groupe Covea, et Scrum Master, et Scrum PO, pardon, et Padawan conférencier, c'est ma deuxième conférence. Merci de nous avoir écoutés. Il y avait un petit... Merci. Juste pour vous montrer, du coup, ça a bien fonctionné. Il a fait quelque chose. Hein. Il a généré la conférence ici même, en plus, c'est cool. Et il l'a commité directement dans une branche, en l'occurrence la première qui est disponible sur la gauche de l'outil. C'est pour ça que j'en ai créé une automatique. Je voulais pas que ce soit au même endroit. Voilà. Merci à tous. Je sais pas si on a du temps pour les questions. Si vous avez éventuellement des questions, n'hésitez pas. Sinon, on est disponible en dehors. Hein, donc, parfait. Une question. Ça gère les commits partiels au sein d'un fichier ? Oui. Les chunks, oui. Alors, est-ce que ça sert est-ce qu'on peut faire des commits partiels au sein d'un fichier ? Oui, sans problème. Je voulais en parler, j'ai sauté ça dans la démo. Ouais. Oui. Est-ce que ça pose pas de problème tous ces je pense
Alors non, en fait l'idée c'est que le rebase te permet d'éviter justement d'avoir des problématiques avec des insertions de commit de merge typiquement qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et le fait de faire du force, lui étant donné qu'il gère tout seul la récupération des trucs franchement sans problème, bah ça t'enlève toutes les problématiques du force en fait. Alors sans ça, je ferais pas du force tout le temps, hein. On est d'accord, faut éviter, à moins que vous travaillez tout seul sur votre branche isolée, avec vous êtes sûr qu'il y a que vous qui ayez fait des modifications. Avec cet outil, j'ai vraiment aucun problème. Surtout qu'on sait en temps direct si le upstream il est différent. Donc on sait si quelqu'un a commité. Si personne n'a commité, en théorie, on est tranquille. En théorie. Si personne n'a commité. Ça pose pas de problème. Tant que les gens comprennent bien qu'il faut bien faire un upstream s'il est là avant, histoire de ne pas se perdre, quoi. Et après, on peut vraiment gérer à la main tout ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut. C'est plutôt... Enfin, c'est user-friendly pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la ligne de commande et qui n'a pas le souhait de la maîtriser. C'est vraiment simple. Ouais, Thierry ? Est-ce que l'utilisation hybride est conseillée, à savoir une partie de l'équipe qui reste Absolument pas. Non, on fait ce qu'on veut. Honnêtement, C'est aucun ce que tu problème. as fait pendant un bon moment d'ailleurs. En l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé l'outil histoire de le prendre en main parce que j'avais quelqu'un dans l'équipe qui maîtrisait pas Git du tout et qui nous faisait des trucs bizarres avec des commits qui étaient dans une branche qui se retrouvaient dans une autre en même temps sans cherry picks. Je sais pas comment il faisait, honnêtement. Il avait un outil magique a priori et quand je lui ai dit d'arrêter d'utiliser cet outil, il m'a dit OK, tu me conseilles quoi? Eh ben j'en sais rien, j'ai jamais utilisé ça de ma vie moi. Donc, et je suis tombé là-dessus et j'ai fait ah ouais, en vrai c'est super bien pour quelqu'un qui a juste besoin de la notion de commit. Bah voilà. Moi je veux que ça soit dans cette version, point. C'est du glisser-déposer classique. On peut pas faire plus simple. Ouais. Quand tu as montré le lock, quand tu as rechangé en rouge Ouais. le locket, il faut absolument du coup, que dans ton workspace, tu aies les branches qui puissent détecter où il y a le lock potentiel, ou alors il va scanner tout le temps dans tout le niveau. Alors la question c'est par rapport au lock en local sur notre workspace. Oui, en effet, si c'est pas dans le workspace et que la branche n'est pas appliquée, j'aurai pas la notion de lock parce qu'il n'aura pas de problématique. Il va gérer le conflit au moment du merge. Ce sera un conflit standard. C'est fini ? Merci beaucoup. Merci à tous.